Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du football. Peu importe si je suis meilleur que Cristiano Ronaldo, mais il faut que Barcelone soit meilleur que Madrid. En quelques mots, Lionel Messi vient de résumer ce qui fait la quintessence du Classico. Dans ce match si particulier, les individualités et les intérêts particuliers s'effacent au profit d'une cause plus grande. Le Classico n'est pas seulement une rivalité, c'est la rivalité du ballon rond, l'événement à ne manquer sous aucun prétexte. Une occasion d'imposer à l'autre sa domination, de l'humilier. Au-delà du simple enjeu sportif, c'est une question d'honneur. Et ça tombe bien, le match qui nous intéresse aujourd'hui illustre parfaitement cela. Pour le découvrir, on prend notre machine à remonter le temps, direction le Camp Nou en ce 29 novembre 2010. FC Barcelone et Real Madrid y disputent le 161e Classico de leur histoire. Quelque chose nous dit que tout ne va pas se passer comme prévu. Merengue, bouchez-vous les oreilles. C'est parti! Non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Il est très loin de la cage de Casillas, c'est parti pour Juninho. Oh, but it's Messi, it's Iniesta! Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen! « 10 juillet 2010, Barcelone. Plus d'1 million de manifestants défilent dans les rues de Barna. Dans le cortège, des drapeaux fleurissent. Ces couleurs ne sont pas celles de l'Espagne, surtout pas, mais celles de la Catalogne. Au cri de « Nous sommes une nation, nous décidons pour nous-mêmes », les Catalans exigent d'être enfin entendus. La veille, à Madrid, après 4 ans de délibération, le tribunal constitutionnel espagnol a rendu son verdict. Le statut d'autonomie de la région, pourtant plébiscité par référendum, se voit largement modifié. Entre autres, le gouvernement central refuse de reconnaître la Catalogne comme une nation à part entière avec sa culture et son peuple. Contrairement à la France, dont la politique a été de gommer les particularités régionales, l'Espagne demeure encore aujourd'hui un pays profondément multiculturel. Sur son sol d'ailleurs, beaucoup ne se considèrent pas comme espagnols. Il y a les Basques dans les Pyrénées, les Galiciens au nord du Portugal, ou encore les Canariens dans l'archipel du même nom. Parmi toutes ces communautés, plus ou moins autonomes, la Catalogne tient une place à part. De par sa taille d'abord, on parle de presque 8 millions d'habitants, mais aussi et surtout parce qu'elle est l'une des dernières à avoir été rattachée au royaume. À Barcelone, on se sent catalan, pas espagnol, et on en est fier. Le refus d'être reconnu comme tel, et cela malgré un processus démocratique, ne fait que renforcer la défiance vis-à-vis de la capitale. Bientôt, le mot « indépendance » chassera celui d'autonomie dans la bouche des Barcelonais, attablés au Bueno Bonito Barato pour refaire le monde. Mais pour l'heure, place au football. Le 11 juillet, soit le lendemain de la manifestation, a lieu la grande messe du ballon rond, la finale de la Coupe du Monde. À des milliers de kilomètres de là, la Roja, championne d'Europe en titre, a rendez-vous avec l'histoire. Après 90 minutes fortes en émotion, le match trouve son dénouement en fin de prolongation. Ironiquement, c'est l'une des stars du FC Barcelone, un Catalan d'adoption, qui offre à l'Espagne sa première étoile. Le temps d'une nuit, Andrés Iniesta réconcilie l'irréconciliable. Le genre de miracle dont seul le football, religion universelle, est capable. Uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history. Andrés Iniesta has broken Dutch hearts with the goal
of 116 minutes. Pourtant, comme toutes les religions quand elles basculent dans le fanatisme, le cuir unit autant qu'il désunit. C'est d'autant plus vrai en Espagne, où pays latin oblige, la passion prend trop souvent le pas sur la raison. Que l'on supporte les Che, les Granotas, les Colchoneros ou les Boquerones, qu'importe, les Espagnols vivent amoureusement pour le football. La messe dominicale, c'est celle du stade et aucune autre. Dans tout le royaume, on dénombre autant de derbys et autres rivalités qu'il y a de clubs. Beaucoup donc. Cependant, aucune n'arrive à la cheville de celle qui oppose le Real Madrid au FC Barcelone. Deux des meilleurs clubs au monde. Que ce soit en termes d'intensité, d'historique ou d'aura médiatique, le Classico, le seul, l'unique, ne laisse aucune place à la concurrence, sur le vieux continent du moins. Les deux formations se disputent la suprématie nationale depuis la création de la Liga en 1928. Déjà à l'époque, la saison se résume à un mano à mano entre madridistas et culés. Cet antagonisme naissant croît au fur et à mesure des rencontres, jusqu'à atteindre le point de non-retour. En 1939, après 2 ans et demi d'une violente guerre civile, les nationalistes remportent la victoire sur les républicains. Le général Franco prend le pouvoir. L'une de ses premières mesures, effacer toutes les particularités culturelles par la force s'il le faut. Son ennemi juré, la Catalogne. Le général n'est pas un fervent supporter. À vrai dire, le football l'intéresse peu. Néanmoins, il comprend rapidement la porosité de la frontière entre sport et politique. La Casa Blanca, avec à sa tête Santiago Bernabéu, un franquiste de la première heure, devient son outil de propagande. Dès lors, le FC Barcelone, dont le président a été assassiné par les factieux pendant la guerre, devient un symbole de résistance face à la tyrannie fasciste. Chaque victoire contre le Real, le club du roi, le pantin remis sur le trône par Franco, se transforme en victoire contre le pouvoir en place. La demi-finale allée de la Coupe du Rhum 1943, renommée pour l'occasion Copa del Generalissimo, voit le Barça infliger une correction au merengue. Franco rentre dans une colère noire. Le dictateur s'invite dans le vestiaire barcelonais et menace les joueurs. Au retour, le Real s'impose sur le score de 11-1. Une intervention politique qui devient une habitude. En 70, en quart de finale cette fois, l'arbitre siffle un pénalty litigieux, toujours en faveur des hommes de la capitale. On imagine qu'il ne voulait pas se fâcher avec les autorités. Pourtant, tout au long du règne de terreur de Franco, les Blaugrana n'ont de cesse de le défier. 1 mois après sa mort, le pays enfin libéré du fascisme, Cruyff et sa bande célèbrent à leur manière, en crucifiant le Real 5-0. La manita pour les 5 doigts de la main, comme autant de buts infligés à l'adversaire, autant de coups de poignard. Le dictateur n'est plus. Le Classico, lui, reste. Dans l'histoire des Classicos, il ne s'agit pas de la première manita, ni de la dernière d'ailleurs. Des 5-0, il y en a eu, et des deux côtés. Bon, ne nous cachons pas, surtout de celui du Barça. Mais celui-ci a une saveur toute particulière. Pendant longtemps, c'est à ce match précisément auquel l'expression fait référence. Plus aujourd'hui, mais pour le comprendre, il faut retourner en 2010. À cette époque, le Barça et le Real sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo 1 an plus tôt, la rivalité gagne encore en intensité. L'ex-pensionnaire d'Old Trafford traverse la Manche spécialement pour venir chasser la Pulga sur ses terres. Depuis 2008 et le sacre du jeune Portugais, les deux hommes se disputent le titre de meilleur joueur au monde. Avantage 2-1 pour l'Argentin. À ce moment précis, on ne le sait pas encore, mais cette course au Ballon d'Or s'étalera sur toute la décennie à venir. Chacun, à sa manière, incarne le renouveau de son club. Avec le retour de Florentino Pérez aux manettes, la Casa Blanca entre dans une nouvelle ère, celle des seconds galactiques. Lors du Mercato 2009, Madrid dépense sans compter, bien décidé à mettre la main sur les pépites les plus courtisées d'Europe. Cristiano bien sûr, mais aussi Kaka, Xabi Alonso ou encore Karim Benzema. L'objectif est clair, créer une dynastie durable
et faire au moins aussi bien que leurs glorieux aînés. En face, le Barça n'a pas besoin de se montrer aussi agressif sur le marché des transferts. Avec la Masia, son centre de formation, le futur du club et au passage celui de la sélection est déjà tout assuré. Une génération dorée, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire du football. Et cela à tous les postes. Gérard Piqué et Jordi Alba en défense, Sergio Busquets, Andrés Iniesta et Xavi Hernandez au milieu, et enfin Pedro en attaque. Si l'on ajoute les vieux briscards Victor Valdés et Carlos Puyol, également issus de la Masia, on obtient la moitié de la Roja, titrée en juillet. L'autre moitié étant essentiellement composée de madrilènes, une vieille tradition espagnole. Entre les ennemis jurés, les compétitions internationales ne constituent que de courtes trêves, immédiatement oubliées quand vient le moment de rentrer au pays. Et ce n'est pas leur premier sacre mondial qui va y changer quoi que ce soit. D'autant plus que le Real reste sur 4 revers consécutifs, dont 2 l'année précédente. Lourde de conséquences dans la course au titre. Cette fois, plus que jamais, la défaite est interdite. Pour y remédier, la Casabianca fait ce qu'elle sait faire de mieux. Casser sa tirelire. Bonjour Ángel Di María, Sami Khedira et Mesut Ozil. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle un recrutement XXL. Cependant, le principal changement, pour ne pas dire la révolution, a lieu sur le banc. Florentino Pérez s'attache les services de l'homme qui, quelques mois auparavant, a privé le Barça d'un doublé inédit depuis presque 20 ans en Ligue des Champions. L'entraîneur, 2 fois vainqueur de la compétition et avec 2 équipes différentes, le très sulfureux José Mourinho. Ça, Pep Guardiola, le coach catalan, ne l'a pas oublié. D'autant plus que le Portugais n'a pas la victoire modeste. C'est un euphémisme. Entre José et Pep, c'est un peu « je t'aime moi non plus ». Les 2 stratèges se connaissent depuis plus de 10 ans. Le premier était alors entraîneur adjoint à Barcelone, là même où le second évoluait comme joueur. Déjà à l'époque, tout les oppose. Guardiola est un ancien pro. Bien qu'il n'ait pas été un grand joueur, n'est-ce pas Samuel ? Sa magnifique carrière lui vaut le respect de son vestiaire. Au contraire, José, bien plus limité, crampon aux pieds, n'est jamais parvenu à percer. Il a compris que sa place n'était pas sur le terrain, mais bien sur le banc. C'est grâce à son charisme débordant qu'il fédère ses hommes, parfois avec lui, d'autres fois contre lui. Entre eux, le clash est également tactique et managérial. L'autoproclamé Special One aime le pouvoir, être le seul maître à bord. Pep préfère être proche de ses joueurs, comme un grand frère. Le Portugais ne jure que par la défense, défendre pour mieux attaquer. Attention au latéral qui ose dépasser la ligne médiane. Jouer le contre, ce n'est clairement pas le truc de Guardiola. À quoi bon défendre quand on peut garder le ballon indéfiniment ? Son groupe se connaît depuis l'enfance. Forcément, ça crée des liens, en dehors comme sur le terrain. C'est d'ailleurs sur ces automatismes qu'il base sa philosophie de jeu, le fameux tiki-taka, un style originellement développé par Johan Cruyff, dont Pep a longtemps été le chef d'orchestre. Pour le génie néerlandais, il n'y a qu'un seul ballon, donc vous devez en avoir la possession. Tout est dit. Le tiki-taka, c'est la marque de fabrique du Grand Barça, et donc par extension de Guardiola. La possession de balles poussée à son paroxysme. Des redoublements de passes du tac au tac. Faire tourner pour étirer le bloc adverse, jusqu'à trouver l'ouverture. Évidemment, un tel jeu demande une maîtrise technique parfaite. Là-dessus, on peut faire confiance à Xavi et Iniesta, jamais avares quand il s'agit de distiller des caviars à leurs coéquipiers. À l'aube de son premier classico, Mourinho sait à quoi s'en tenir. Encore plus qu'à l'accoutumée, ce classico, premier de la saison, s'annonce à haut risque. Fait rare, sur son calendrier, la Liga l'a placé en début de semaine, le lundi 29 novembre. Et pour cause, la veille, les Catalans se sont déplacés aux urnes. Pour les manifestants du 10 juillet, cette élection est l'occasion de taper du poing sur la table. Une coalition de partis nationalistes est élue. Parmi les figures médiatiques qui soutiennent le mouvement, on retrouve les frères Gasol en NBA, mais aussi et surtout bon nombre de Blaugrana. Pep Guardiola en tête. Le Barça, éternel défenseur de la cause catalane, reste fidèle à ses valeurs, à sa lutte. Après le triomphe des urnes,
les Catalans attendent celui du terrain. Vous comprenez donc pourquoi la Liga s'inquiète de cette rencontre, pas comme les autres. Ce match dépasse largement les limites du rectangle vert. Il en va d'une question de souveraineté nationale. Le 29 novembre, tous les regards se tournent vers le Camp Nou. L'Espagne tout entière se fige. Sur la pelouse, les meilleurs joueurs du monde se font face. Guardiola a sorti l'artillerie lourde. Valdés dans les cages. La charnière Puyol-Piqué au centre. Dani Alves et Abidal sur les côtés. Pour le milieu, on ne change pas un trio qui gagne une Coupe du Monde. Xavi et Iniesta s'occupent du spectacle et Busquets des basses besognes. Devant, Villa à gauche, Pedro à droite et Messi partout ailleurs. Le football dans ce qu'il a de plus beau. L'équipe de Mourinho n'a pourtant pas à rougir. Chaque poste est au moins aussi bien fourni. Le meilleur gardien au monde, la légende, Iker Casillas. Sergio Ramos, Carvalho, Pepe et Marcelo à 4 derrière. La paire Khedira-Xabi Alonso juste devant. Mesut Ozil, le génie allemand, en meneur de jeu. Et enfin, la triplette, qui offrira plus tard sa décima au Real, Ronaldo, Di Maria, Benzema. Même sur FUT, on fait difficilement mieux niveau compo. Au total, 13 champions du monde, 2 ballons d'or, une affiche de rêve. Mais le spectacle n'est pas uniquement sur la pelouse. Dans les tribunes couvertes d'un gigantesque tifo, les coulisses reprennent à l'unisson El Cant del Barça. Le match n'a pas encore commencé que le 12e homme a déjà porté la première estocade. Étouffé par les hurrahs, le coup de sifflet retentit. Les premières minutes sont celles annoncées. Mourinho fait jouer son bloc très bas, attendant la moindre perte de balle pour se projeter le plus vite possible vers l'avant. Avec la qualité de passe d'un Benzema ou d'un Di Maria, une occasion suffit pour propulser CR7 en orbite. Sauf qu'en face, les Blaugrana commettent peu d'erreurs, et quand ils en font, ils se rattrapent immédiatement dans la foulée. Petit à petit, les hommes de Pep Guardiola déploient leur football altruiste si caractéristique. Ils se procurent pourtant leur première occasion grâce à un exploit individuel. Dès la 5e minute, Messi, dans un angle impossible, nous gratifie d'un tour de magie dont lui seul a le secret. Sa frappe trouve le poteau. Devant cette force collective, on aurait presque oublié que le Barça comporte également des individualités géniales. L'inquiétude s'installe dans la défense merengue. À raison. 4 minutes plus tard, Xavi ouvre la marque au terme d'une action typiquement barcelonaise. Parti de Valdés, 10 passes suffisent à remonter le terrain et étirer le bloc madrilène. Messi entrega para Xavi, Xavi que devuelve un toque el Barcelona, la apertura buena para Andrés Iniesta, atención que tiene el costado la oportunidad, va a jugar el centro, para Xavi, Xavi. Sur les 28 secondes que dure l'action, 6 joueurs sont impliqués. On passe volontairement sur la boulette de Marcelo pour se concentrer sur l'offrande signée Monsieur Andrés Iniesta. Le tiki-taka dans toute sa classe. 1-0. L'enfer des hommes de Mourinho ne fait pourtant que commencer. La réaction d'orgueil ne se fait pas attendre. Les merengues parviennent enfin à placer un contre, mais Valdés reste vigilant. Quelques actions plus tard, c'est au tour d'Abidal de se montrer décisif. Mené, Madrid rentre dans son match. Toujours gêné par le pressing haut du Barça, il concède une longue période de possession, pendant laquelle les Blaugrana jouent à la passe à 10, jusqu'à trouver l'ouverture. Xavi, encore lui, envoie une transversale en direction de David Villa, seul dans le couloir gauche. Son tir est repoussé par Casillas, mais Pedro a bien suivi. Le tiki-taka a encore frappé. 2-0 après 18 minutes de jeu. Le Camp Nou chavire de bonheur. Le reste de la première mi-temps se résume à une domination sans partage. Le Real ne voit pas le jour, ni le ballon.
Les esprits s'échauffent. Frustré, CR7 pousse légèrement Guardiola. No tiene problema para enfrentarse al mundo. Se va a lanzar a Tangana, que aparece Pepe por ahí con total seguridad. Si el que también viene a poner pases Valdés y Piqué. Le stade ne demandait que ça pour le huer davantage. Ah là là, Cristiano et le public du Camp Nou, une belle histoire d'amour. Monsieur Eduardo González, l'arbitre pro-Barça selon les dires du Special One, fait pleuvoir les cartons jaunes. Une intervention musclée de Valdés sur le Ballon d'Or 2008 donnera d'ailleurs du grain à moudre à Mourinho. Penalty, pas penalty, à vous de juger. Le score n'évolue pas, toujours 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Mourinho tente un coup tactique. Lassana Diarra vient muscler l'entrejeu à la place d'un Ozil méconnaissable. Faire rentrer une sentinelle à la place d'un numéro 10 quand on est mené de 2 buts, il fallait oser. Spoiler, ça ne changera rien. Les Blaugrana reprennent tambour battant. Messi, Iniesta et consorts continuent de se balader au milieu de la Maison Blanche sans être inquiétés. À la 47e, la Pulga se la joue perso pour la première fois de la rencontre, oubliant Villa complètement démarqué. Une fois, pas deux. À partir de là, le double Ballon d'Or se mue en distributeur de caviar ambulant. D'abord pour Xavi, dont la frappe termine dans le petit filet. Puis pour Villa, à la limite du hors-jeu. L'ancien Blanquinegros ne tremble pas. « 3-0, juste trop facile. Madrid ne reviendra pas. » La victoire assurée, le Barça ne compte pas en rester là. Pas de pitié, encore moins pour l'ennemi juré. Une poignée de secondes après la remise en jeu, Messi, encore et toujours lui, offre le doublé à David Villa. L'appel est fantastique. Le bijou de passe en profondeur, encore plus. Sonné, Casillas et Mourinho ne peuvent que contempler l'étendue du désastre. Alors que le Camp Nou, non, la Catalogne tout entière, porte au nu ses héros. Ronaldo essaye bien de sauver l'honneur, ou ce qu'il en reste, mais les poteaux ont choisi leur camp. Pep décide de faire entrer du sang neuf. Boyan remplace Villa. Tiens, encore un ancien de la Masia. Alors que Pedro cède sa place à Yefren. Ah, laissez-nous deviner. Masia, c'est ça ? Évidemment. La rencontre touche à son terme. Le score semble voué à ne plus évoluer depuis que Boyan s'est pris les pieds dans le tapis à la 77e. De toute façon, 4-0, c'est déjà pas mal. 5, ça commencerait à faire beaucoup. Mais on vous l'a dit, les Barcelonais ne sont pas disposés à faire une fleur à leurs rivaux. Même dans le temps additionnel, ils continuent à attaquer. Boyan déborde sur l'aile droite, puis centre en direction du Yefren au point de pénalty. La segunda línea mete el pase. But, coaching gagnant. Pep tient sa vengeance sur Mourinho. La Catalogne sur l'Espagne. Au coup de sifflet final, les Blaugrana laissent exploser leur joie. Ils n'en reviennent pas. Comme Cruyff, 36 ans avant eux, ils viennent d'infliger une déculottée au Real. La situation politique du pays ne fait que renforcer le parallèle entre ces deux matchs. Pour s'assurer que tout cela est bien réel, Piqué et Abidal font le signe de la manita, les 5 doigts tendus vers le ciel. Le choc tant attendu a viré à l'humiliation totale. On estime à 400 millions le nombre de téléspectateurs présents devant leur écran. Autant de témoins de cette super manita. Depuis, cette audience supposée a été largement critiquée. On ne serait pas à une extrapolation près de la part des médias espagnols. Quoi qu'il en soit, cela prouve bien que ce match en particulier est l'objet de tous les fantasmes. Madrid, invaincu avant le match, qui avait jusqu'alors concédé seulement 6 buts, vient d'en manger 5. Impuissant face à l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Ainsi se termine le 161e Classico de l'histoire. Irrésistible, le Barça file droit vers son 21e sacre en Liga, soulevant au passage sa 4e coupe aux grandes oreilles. Cette saison sera celle de son apogée, celle du
football champagne. La Manita vient de planter les graines de plusieurs grandes rivalités qui animeront les pelouses européennes pour la décennie à venir. C'était un soir de novembre 2010. Devant des millions de téléspectateurs, le match le plus attendu de son temps a viré à la correction. Une humiliation sèche qui a retenti comme un coup de tonnerre à travers le monde du football. Quand 11 hommes et leur coach n'ont pas fait le poids face à une nation soudée comme jamais auparavant. L'histoire de la Manita, c'est celle de multiples rivalités qui toutes s'effacent devant une cause plus grande encore. Forts de leur culture, la fierté chevillée au crampon, les Blaugrana se sont battus comme un seul homme, bien décidés à ne jamais laisser personne décider pour eux. À Barcelone, dans un Camp Nou ligué contre eux, José Mourinho, Cristiano Ronaldo et le Grand Real Madrid l'ont appris à leurs dépens.